qui va nous parler du bloc opératoire de demain. Et on dit que aujourd'hui c'est déjà demain, normalement, François. Et déjà avant-hier. Et avant-hier. Bien, bonjour. Donc, je vais vous parler un peu de l'organisation des blocs opératoires de demain, qui est un peu la quadrature du cercle. Alors, j'ai, disons, la petite expertise que j'ai sur ce sujet, c'est que quand j'ai pris ma retraite, l'assistance publique m'a demandé de réorganiser l'ensemble des blocs de l'assistance publique à Paris, donc ce qui était un petit boulot que j'ai fait. Alors, pour réfléchir à l'organisation des blocs, je vais vous parler à la fois du contenant et du contenu. Et on pense toujours architecture, mais il n'y a pas que l'architecture. Et je pense que le rôle des chirurgiens est indispensable, et notamment le rôle des jeunes chirurgiens, parce que les vieux chirurgiens, il y en a qui sont déjà complètement à côté de la plaque, côté organisation des blocs. Et que d'autre part, il ne faut pas garder l'habitude bien française de dire on va faire partout pareil, parce que ne serait-ce qu'entre le privé et entre le public, le fonctionnement des blocs est différent, avec des raisons qui sont des raisons lourdes. Dans le secteur privé lucratif, les blocs opératoires sont en général très bien organisés, ils sont rentables, et il y a un levier financier qui est le premier levier qui aboutit à des organisations qui sont définies. Alors que dans le secteur public, les organisations sont nombreuses, très variées, la rentabilité est loin d'être là et il y a peu de leviers. D'autre part, dans le secteur privé, les chirurgiens, s'ils veulent travailler, ils sont obligés d'avoir un certain nombre de règles qu'ils doivent respecter. Dans le public, les blocs opératoires sont des enjeux de pouvoir et il faut dire les choses comme elles sont. J'étais chef de pôle, donc je peux parler de ce sujet-là. Les taux d'urgence dans le public et dans le privé ne sont pas du tout les mêmes. Or, une des choses qui désorganise les blocs opératoires, si on n'y a pas anticipé, c'est les urgences. Et donc, il est de 5% dans un cas et de 21 ou 34% dans les secteurs publics, avec la différence. La population non triée est plus importante dans le secteur public que dans le secteur privé. Et puis, les cases mixtes, dans le secteur privé et dans le secteur public, globalement, on fait la même chose. Les hernies sont faites aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé, mais sur les 400 000 hernies opérées en France, il y en a 350 000 dans le secteur privé et 50 000 dans le secteur public. Donc, tout le monde fait tout, mais ce n'est pas les mêmes chiffres. Deuxièmement, le bloc opératoire, il y a une obsolescence des blocs opératoires qui n'est pas forcément programmée, bien qu'en général, entre le concept et la réalisation, il y a déjà 10 ans dans les dents dès le départ. Mais le problème, c'est que la plupart des blocs opératoires en France ont été construits dans des bâtiments d'hospitalisation, ce qui fait qu'on ne peut rien en changer. Ils ont été faits à un moment donné et on ne peut plus les agrandir, on ne peut rien faire. Deuxièmement, il y avait, les gens de ma génération ont connu les blocs de service. Ensuite, on a passé à l'autre extrême, qui étaient les blocs communs. Et donc, l'évolution entre les blocs de service et les blocs plus grands et multi-chirurgiens ont été très mal maîtrisés. Les services supports qui doivent être absolument autour du bloc sont répartis soit dans des bâtiments, soit dans des pavillons différents et suivant l'histoire et pas suivant une notion réfléchie, sauf dans certains hôpitaux très récents. En fin de compte, également, l'évolution technologique souvent n'a pas été maîtrisée, et ça c'est la faute de personne parce qu'il y a des nouvelles technologies qui sont apparues. Je vous ai mis là en urologie le nombre de technologies qu'on a vu apparaître très rapidement, et il y en avait certaines qu'on n'avait pas prévues du tout et qui posent après des problèmes quand on les rentre dans les blocs. La chirurgie ambulatoire, l'interventionnelle, le développement de l'endoscopie avait été plus ou moins bien anticipé suivant les spécialités chirurgicales. Et puis le fait que de plus en plus, alors en cancérologie notamment, mais pas que, la multidisciplinarité joue un rôle dans le fonctionnement des blocs, et de même que dans l'autre sens, la surspécialisation aboutit à certaines difficultés.
Et puis de temps en temps, on a vu, dans la région parisienne en tout cas, mais je suis sûr qu'en région c'est pareil, des blocs fantastiques, faits, construits, etc. Et puis le service qui devait rentrer dedans a été mis dans un autre hôpital et les blocs ne sont pas forcément utilisés à plein. Et puis je ne parle pas des contraintes réglementaires et de la certification. Et donc, actuellement, il y a une autre difficulté qui est le développement de l'interventionnel et de l'endoscopie digestive, parce que dans les autres spécialités comme l'ORL, l'urologie, il y avait déjà énormément d'endoscopie, mais ont été créés dans les hôpitaux des blocs périphériques dans lesquels les radiologues font de l'interventionnel, c'est même pas toujours des blocs, c'est des salles qui n'ont rien à voir avec des blocs. Les digestifs ont des blocs de digestifs, ne veulent surtout pas les gastroentérologues rentrer dans le cadre des blocs opératoires, etc. Ce qui fait que ça multiplie les lieux et ça pose des problèmes notamment aux anesthésistes au point de vue démographique. Les architectures, comme je vous l'ai dit, n'étaient pas adaptées. Et puis dans les blocs opératoires, il y a des problèmes de tension démographique, certes du personnel médical, mais beaucoup du personnel non médical, et notamment la fermeture des écoles d'infirmières et d'IBOD ont eu des conséquences dramatiques. Et puis, en fin de compte, très peu de chirurgiens sont capables de décrire comment fonctionne un bloc. L'organisation de la programmation, régulation, organisation, on s'aperçoit qu'il y en a, c'est de l'hébreu pour eux. Et donc, j'ai une intervention, je veux la faire, je peux passer là tout de suite et puis c'est terminé. Un bloc, quand il y a 3 malades par jour opérés, ça peut fonctionner comme ça. Quand vous avez un bloc avec 15 salles, 10 spécialités, ça ne peut pas fonctionner du tout. Et puis, donc je vous ai parlé de la dispersion, il y a eu de plus en plus de spécialisation et de surspécialisation, avec en parallèle un nombre d'instruments ou d'outils qui s'est complètement développé et qui fait que la difficulté de la gestion et toute la logistique de ce matériel devient difficile à la fois pour la formation non seulement des chirurgiens, mais des penseuses, de la stérilisation, etc. Et puis dans les blocs, c'est quand même un des endroits de l'hôpital où on a 2 corporations, les chirurgiens et les anesthésistes. Les chirurgiens sont des recruteurs et des opérateurs, et les anesthésistes sont des prestataires, dans le bon sens du terme. Les uns ont un travail multitâche, les autres ont un travail posté. Comment voulez-vous qu'en partant avec des critères tellement différents et en les mettant ensemble, si les gens ne sont pas de bonne volonté, ça fonctionne de façon fluide. Et en plus de ça, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des enjeux différents et le bloc est un enjeu important. Et puis, en médecine, aucun d'entre vous, sauf exception, n'a été formé sur le plan de la managériale, de conduire une équipe, et surtout une équipe très hétérogène, comme je viens de le dire. Et puis les principes d'organisation ne sont pas toujours connus. Il y a également eu le fait qu'on est passé du tout bloc dans les services à tout bloc polyvalent. On met tout le monde dans les mêmes blocs, tout le monde doit savoir faire tout côté personnel paramédical. Ça a été une des causes principales de la démotivation, et notamment à l'assistance publique, de la fuite dans les régions du personnel non médical. Ça a entraîné une attraction faible parce que la désorganisation des blocs font que les gens, qu'ils soient médecins ou qu'ils soient personnel non médical, ne veulent pas venir. Et puis, manifestement, enfin moi j'ai vu des choses qui m'ont complètement catastrophé, il y a des problèmes d'utilisation des vacations qui sont parfois complètement étonnantes. On a des services avec des taux d'occupation ou d'ouverture qui sont de l'ordre de 40%, 50%, et donc ça ne peut pas fonctionner. Et puis les procédures de programmation sont également très variables. Et puis jusqu'à un temps relativement récent, il y a 5 ans, il y a encore à Paris un certain nombre de services qui disaient il est hors de question, on ne veut pas de salle opératoire d'urgence, on veut mettre les interventions d'urgence dans notre programme. C'était souvent d'ailleurs des services qui n'avaient pas un recrutement extraordinaire, mais ça aboutit à une désorientation complète. Et puis la logistique n'était pas toujours au point. Et donc, quand on a fait un peu l'analyse de toutes ces difficultés, et qui sont variées et pas toujours toutes présentes heureusement,
eh bien, et qu'on veut essayer dans un bloc opératoire d'améliorer les choses, il est important et c'est indispensable de partager ces informations et ces diagnostics avec l'ensemble du personnel et notamment le personnel non médical, car vouloir réorganiser un bloc ou prévoir un bloc en laissant de côté le personnel en disant éventuellement on en parle à 4 de bloc mais on ne va pas plus loin, c'est aller à l'échec parce qu'elles ont des idées qui basent sur l'expérience quotidienne. D'autre part, pour qu'un bloc fonctionne bien, il faut trouver des gens qui sont des leaders. Si vous avez un bloc sans leader, ça sera la guerre en permanence, ça ne fonctionnera pas. Et d'autre part, en fonction des recrutements, des spécialités, du type de chirurgie que vous êtes amené à faire, ou d'interventionnel, encore pour moi la chirurgie ça doit être aussi d'interventionnel et d'endoscopie, ben, il faut définir les objectifs qu'on veut donner à ces structures. Et puis il faudra après, alors c'est ce qu'on a fait par exemple, l'expérience, comme quoi il y a des choses qui changent, l'expérience de 5 ans de réorganisation des blocs LAP a fait qu'il y a un certain nombre de concepts qu'on a pu faire passer pour la construction de l'hôpital Nord, pour la Riboisière ou pour Créteil, en disant attention aux erreurs qui ont été faites avant, il faut changer l'organisation. Et puis surtout, il faut convaincre les utilisateurs du bloc de changer leurs habitudes. C'est la base, sinon rien ne changera. Alors, les principes de fonctionnement du bloc, on devrait vous apprendre ça quand vous êtes interne ou chef de clinique. Plus d'ailleurs, au moment du clinica, c'est indispensable. Alors il y a toutes les structures purement administratives, les commissions de bloc, conseils de bloc, exact, d'accord. Mais ce qui compte, c'est la planification. La planification, ça va être de définir quels services auront telle vacation, quand et pourquoi. Ça va être la programmation, c'est-à-dire chacun doit organiser sa programmation dans la semaine ou les 15 jours, mais il faut tenir compte des programmations innovantes. Quand il y a 5 ans, je me suis occupé de ça, 80% des blocs opératoires de l'assistance publique fonctionnaient sans aucune programmation centralisée entre les services de chirurgie. Chacun mettait ses trucs comme ça. Maintenant, 90% des blocs opératoires de l'AP, il y en a certains qui ont réussi remarquablement bien, il y en a d'autres qui traînent un peu, mais il y a un lissage de la programmation entre l'ensemble des services. Et puis, il y a un point très important qui est la régulation, parce que la programmation, on va le voir tout à l'heure, ça se fait au niveau de la semaine ou des 15 jours, et puis il y a la régulation, parce qu'en chirurgie, on sait que de toute façon, il y aura toujours 10-15% de ce qui est prévu qui ne se fera pas d'une manière ou d'une autre, et donc il faut avoir la possibilité de changer les choses et de savoir qui doit changer les choses et comment on doit faire. Et puis il y a les boucles de rétroaction, c'est-à-dire qu'il faut analyser tous les dysfonctionnements qu'on a eu. Les dysfonctionnements dans les blocs, moins de 10% des blocs de l'AP analysaient les dysfonctionnements qu'ils avaient eu dans leur fonctionnement. Alors, pour ça, ça veut dire qu'il faut connaître, je vais aller très vite là, les définitions, parce qu'il y a des indicateurs. Si j'interroge un certain nombre d'entre vous, je suis ici à peu près sûr que vous serez un petit peu gênés pour me répondre. Et d'autre part, il faut penser qu'un acte opératoire, il y a l'acte que fait le chirurgien, il y a la partie anesthésie avant, la partie réveil, il y a la partie de démarrage de la salle et de la remise en état de la salle. Et quand on fait un programme, le chirurgien, il pense à la durée de son intervention, l'anesthésiste, il dit, ah ben machin, il est lent, c'est pas possible, mais il pense pas du tout autant que lui va mettre pour endormir ou réveiller. Et puis il y a ce que les penseuses vont être trouvées nécessaires pour faire avant, et puis le changement entre les malades. Et donc ça veut dire que pratiquement partout, quand on est arrivé pour réorganiser des blocs, on a demandé aux gens de revoir leur thésaurus, puisque actuellement ça on a le moyen informatiquement, c'est-à-dire, là c'est en orthopédie, c'est-à-dire de définir, eh bien, dans votre service, quand vous faites de la chirurgie de la main ou quand vous faites une prothèse de hanche, quels sont les temps moyens, il faut bien se baser sur quelque chose, ou les temps médians qui servent et qui sont nécessaires pour l'acte lui-même, pour la préparation, pour la mise en route, parce que programmer en fonction des temps qui sont dits comme ça à la va-vite, c'est être sûr que la programmation ne fonctionnera pas. Et alors après, il y a des logiciels qui existent qui permettent de vous donner salle par salle, les taux d'ouverture, les taux d'utilisation, et tout ça, ça s'analyse relativement simplement. Vous pouvez prouver aux gens
qui commence à l'heure ou qui commence en retard. Bon, là, c'est un bloc, c'est des chiffres vrais, tout ça. Un bloc de l'AP où 55% des malades rentraient en salle au-delà d'une heure de l'heure programmée. Bon, quand vous montrez ça dans les conseils de bloc, moi j'ai eu la chance d'être chef de pôle de 9 services de chirurgie, je peux vous dire qu'au début, c'était un peu n'importe quoi. Quand tous les mois, je montrais les chiffres de tous les services systématiquement, ceux qui étaient, heureusement il n'y en avait pas qui étaient comme ça, mais ceux qui étaient quand même limite avec régulièrement un quart d'heure, une demi-heure de retard, au bout de 6 mois, ils se sont dit, on en a marre tous les mois de voir nos chiffres qui sont catastrophiques. Et petit à petit, il y a eu une amélioration. La même chose pour les fins précoces ou pour les débordements. Donc une fois qu'on a fait ça, et ben, ce qu'il faut, et le but, les gens qui comme moi de temps en temps vont dans les blogs pour justement essayer d'améliorer les choses, on sait bien, mais ce qu'il faut c'est que les gens se l'approprient et eux-mêmes voient qu'est-ce qui marche pas et essaient de corriger. Alors là il y a un certain nombre de choses dans les actions fréquentes qu'on peut faire pour essayer d'éviter que les blogs dysfonctionnent, c'est de réussir à trouver les gens qui vont pouvoir manager et avoir le leadership. Ça peut être un chirurgien, ça peut être un anesthésiste, ça peut être la cadre, ça n'a pas d'importance, mais il faut qu'il y ait des personnes, il y a des blocs où ils n'arrivent pas à mettre en évidence ceci. D'autre part, il y a des problèmes de concordance des temps entre le personnel non médical et le programme opératoire prévu. Et il y a des services, au début on s'est aperçu, il y avait plus d'une heure un quart entre le moment où les infirmières arrivaient au bloc et le moment où était programmée la première intervention. Alors qu'on sait très bien qu'en une demi-heure, sauf certaines spécialités, ça suffit pour tout organiser, etc. Et puis, il y a le problème polycompétence ou bicompétence. Je pense que la polycompétence dans les blocs, c'est totalement impossible, que de toute façon, il y a de moins en moins d'urgence, sauf des cas très particuliers, et la plupart des interventions peuvent être reportées au lendemain. Et donc, il faut que les personnels non médicaux soit bi ou voire tricompétent, mais il ne peut pas être polycompétent. Polycompétence égale zéro compétence. Et donc ça, il faut faire comprendre ça aux gens, et à la fois faire comprendre aux chirurgiens qu'ils ne peuvent pas avoir des penseuses que pour eux tout le temps, et faire savoir aux cadres et aux structures de personnel non médical que la polycompétence, c'est un concept qui est passé et qui est vieux. Et puis d'autre part, il faut apprendre aux gens la planification, la programmation, etc. Et surtout, il faut construire ou réorganiser sur des blocs qui existent déjà. On avait essayé de le faire à Tenon, puisque l'une d'entre vous là, avait parlé de Tenon, je crois, de faire des blocs modulaires et mutualisables, c'est-à-dire de regrouper dans des salles qui sont proches les unes des autres, des spécialités qui ont des choses en commun fréquentes. Il est sûr que l'urologie et la neurochirurgie, ils n'ont aucun intérêt d'être l'un à côté de l'autre. Pour pouvoir, avoir justement cette bicompétence des personnels, et puis deux, au niveau managérial et notamment des cadres, une cadre qui va s'occuper de 15 salles peut pas être pareil qu'une cadre de proximité qui va s'occuper du management de 5 salles. Donc tout ça doit être réfléchi. Et puis, il y a les problèmes de l'interface également. Et alors, à l'assistance publique, et je dois dire, parce qu'on critique toujours l'assistance publique, mais de temps en temps, il faut aussi voir ce qu'il y a de bien, on a réussi, en même pas 2 ans, j'étais assez fier, de créer des indicateurs nouveaux, parce que avant, on nous sortait, alors, il y avait plein d'indicateurs qui étaient systématiquement des moyennes sur la journée, sur la semaine, mais les moyennes, pour un chirurgien, une moyenne, ça veut rien dire. Ce qui compte, c'est le jour même. Donc, on a sorti des nouveaux indicateurs qui permettent de savoir jour par jour, salle par salle, par exemple, ça, c'est un seul service sur un certain nombre d'items, et où vous avez par exemple en bleu ses vacations, comment il les a remplies, en vert ce qu'il a été faire dans d'autres salles parce qu'il avait trop de malades, en jaune ce qu'il n'a pas utilisé alors qu'il devait utiliser, etc. Et donc, et en plus de ça, si on clique sur les pointes, on a le détail plus précis. Et puis d'autre part, depuis maintenant 3 ans à la paix, tous les jours, les cadres peuvent avoir ce tableau-là où vous avez l'heure de démarrage. Lorsqu'en violet au démarrage, alors on se donne un quart d'heure, s'il y a un quart d'heure de violet, c'est pas gênant. Au-delà d'un quart d'heure, ça devient pathologique. En bleu clair, c'est le temps opératoire. En grisé, rouge, en biais, ça correspond au temps entre 2 interventions qui est trop grand. Et le violet en fin de programme, c'est les fins précoces, c'est-à-dire les blocs non utilisés. Alors là, c'est un bloc qui a 6 salles. Là, vous avez un bloc avec beaucoup plus de salles. Et ça permet au cadre de voir
comme ça, tout de suite, s'il y a des problèmes ou s'il n'y a pas de problème, et d'éviter de perdre du temps à lire des indicateurs et des tableaux si on voit que globalement ça se passe bien, et inversement, dire là, il y a telle salle, telle salle, qu'est-ce qui s'est passé? Et ça permet comme ça en temps réel, puis s'ils reçoivent ça à la fin de la semaine qui a été faite, de réagir et de savoir ce qui s'est passé. Donc, et ça, je pense qu'il faut que les chirurgiens s'impliquent dans ces choses-là. Enfin, les chefs de service ou leurs délégués à qui l'on dit. Alors, un petit mot sur l'architecture des blocs de main. Donc, je vous ai parlé du fait que les blocs, ils doivent être modulaires, mutualisés, et que dans les blocs, l'interventionnel et l'endoscopie, c'est aussi de la chirurgie, il y a aussi de la radiologie, mais il y a aussi des non-chirurgiens qui en font. Mais ici, à l'Académie de chirurgie, on a décidé que tous ceux qui faisaient de l'interventionnel ou de l'endoscopie, ils pouvaient être membres de l'Académie de chirurgie. Et il faut arrêter d'avoir des blocs périphériques qui ont des qualités sur le plan asepsie et limite, et puis qui utilisent du temps anesthésique de façon erronée. Il faut, dans les blocs futurs, essayer, dans la mesure du possible, de construire des blocs qui sont des bâtiments indépendants. Parce qu'un bâtiment indépendant, quand on a construit à la Pitié-Salpêtrière le nouveau bloc de chirurgie ambulatoire et toute la structure de chirurgie ambulatoire, quand vous le regardez, le mur de gauche, on peut l'abattre et doubler la surface comme on veut. Il n'y a rien qui empêche, il y a le parking. On ne sait pas dans 4 ans, dans 10 ans, s'il y aura besoin de faire plus. Donc, d'autre part, il faut, dans la mesure du possible, dans les nouveaux blocs ou les agrandissements, prévoir qu'il y a un certain nombre de spécialités. SAMU, l'AREA, toute la partie d'imagerie doivent être à côté des blocs. Parce que on peut pas, il y a eu des publications qui ont montré que quand on transférait des malades, même à intra-hôpital, ça diminuait la solution. Et puis il faut que ça soit avec des structures modulaires. Vous pouvez avoir un bloc de 40 salles, c'est pas un problème si vous avez 8 modules de 5 salles, et sur le plan du management du personnel, vous pourrez fonctionner correctement. Il faut apprendre aux chirurgiens, mais là il y a eu un grand progrès de fait, et notamment le robot a permis ce progrès, c'est apprendre à mutualiser les salles et les instruments pour des spécialités où c'est évidemment possible. Il faut distinguer les flux ambulatoires, les flux de programmés et les flux des urgences, car c'est pas possible de mélanger ces 3 flux dans un bloc opératoire. Et d'autre part, il faut aussi qu'au niveau des CSPI, du réveil, les anesthésistes aient des circuits différents. Là, je vous montre par exemple la différence entre l'HEGP qui avait été construit et qui avait des blocs répartis dans des salles, dans des étages différents, et l'hôpital de Minsk, où vous avez surtout cette partie-là qui est intéressante, c'est-à-dire que le bleu clair, c'est tout ce qui est ambulatoire, diagnostic et place. Le rouge, au premier étage, c'est la chirurgie programmée, ambulatoire ou urgente, et le rez-de-chaussée, c'est l'ambulatoire, et puis l'hospitalisation, elle a un autre bâtiment, et voici l'aspect. Et ils ont construit déjà les 3 premiers, et puis s'ils ont besoin de s'agrandir, tout peut changer et être amélioré sans aucun blocage. Il y a par contre un problème de financement évident. D'autre part, il faut réfléchir à quels sont et où va-t-on mettre par rapport au bloc un certain nombre de structures, que ce soit l'AREA, la radio, etc. Et c'est très très important pour la radio parce que de plus en plus on fabrique des salles hybrides, mais là encore il y a aussi une mode et il y a des salles hybrides qui ne servent pas forcément. Mais ce qui est important, c'est que on ne peut pas mettre de la radio diagnostic dans un bloc opératoire, ces flux de malades sont très importants. Inversement, on peut faire des salles qui sont des salles à cheval sur les deux, qui certains jours servent de salles interventionnelles et d'autres jours servent de salles pour de diagnostic avec des flux différents et qui ne se croisent pas. Et de même que là, vous voyez, les flux ambulatoires ou les flux de cardiologie interventionnelle ou de l'hôpital de jour, il y aura au niveau de l'ambulatoire et du réveil des circuits différents. Et tout ça, ça doit être pensé en fonction de l'hôpital, de son recrutement, du type de possibilité. Ça, je vous l'ai déjà montré. Et dernière chose, il faut prévoir dans les blocs opératoires de revoir l'ensemble des organisations. Il est évident qu'il y a la partie logistique. Dans l'hôpital de Minsk, ils ont construit les blocs opératoires avec, entre les 2 étages de blocs, un étage muet
qui sert uniquement à tous les passages des fils, des câbles, etc. Et ils ont sur place les ingénieurs biomédicaux et tous les techniciens. Ils sont capables de réparer un problème dans une salle en se mettant l'étage en dessous parce qu'ils ont toutes les arrivées, etc. Et en permanence, ils peuvent améliorer au lieu, comme c'est actuellement dans beaucoup d'hôpitaux français, où on ferme la salle et puis on voit ce que ça donne. Les espaces de repos, les espaces de repas, le fait d'interdire de manger dans les blocs si c'est organisé, alors ça fait que tous les gens sortent et que à chaque certification, les gens se disent comment on va pouvoir couillonner la HAS pour montrer qu'on ne se déshabille pas pour aller manger. Enfin, et c'est un temps perdu parce qu'il y a des blocs opératoires où on s'aperçoit, vous dites, mais là, il y a 3/4 d'heure. Ah ben, c'est le repas, ça va être... Bon. Espace bureautique, et l'espace bureautique pour les médecins. Si on ne veut pas que les chirurgiens quittent le bloc pour aller ailleurs et avoir du mal à les récupérer, il faut qu'ils aient un bureau au bloc, un bureau partagé, et que ce qu'ils vont faire ailleurs, ils le fassent dans le bureau, que ça soit rapide, sauf si c'est pour voir des malades. Il faut qu'il y ait des espaces formation étudiants et pour les visiteurs étrangers. Il y a certains blocs à Paris dans des services fantastiques, mais c'est une honte que les étrangers voient ça. Il y a le problème des salles de simulation, et donc évidemment toute la simulation ne pourra pas être dans tous les blocs, mais il y a un certain nombre de simulations simples ou d'entraînement, de systèmes d'entraînement qui peuvent être l'équivalent des boîtes à chaussures dans lesquelles, dans notre jeunesse, on apprenait à faire les nœuds. Il y a des choses qu'on peut faire dans les blocs opératoires, et quand entre deux interventions, par exemple, il faut revoir tout le système d'accueil des patients, puisque maintenant, il y a de plus en plus de patients debout qui arrivent le jour même, et les circuits doivent être les mêmes que les patients couchés. Et puis, il y a le problème aussi, de plus en plus, vous savez qu'à un certain moment donné, il y avait des salles de pré-anesthésie dans tous les blocs opératoires. Toutes ces salles servent de réserve actuellement. Il faut raisonner à la construction de salles partagées avec les sédations conscientes ou les anesthésies locaux-régionales qui doivent anticiper les organisations. Et puis, il faut également, au contact des blocs, indépendamment de ce qu'on a vu tout à l'heure, qu'il y ait de quoi accueillir les familles, et éventuellement d'avoir des salles de consultation, ça c'est notamment en pédiatrie, et puis le reste on l'a déjà vu. Alors ça a tout à fait plein d'avantages de faire des blocs comme ça. Il faut savoir simplement que dans notre beau pays ça a aussi des inconvénients, parce que quand vous avez un lieu unique qui regroupe tout, c'est facile de bloquer un lieu unique. Donc quand il y a des blocs dispersés, on peut éventuellement s'arranger. Mais bon, je ne faites pas de dessin, mais l'autre avantage de ces blocs tels que je vous les décris, c'est qu'on s'aperçoit que ça permet de mettre en contact les chirurgiens des différentes spécialités et que ça multiplie l'idée de prendre à d'autres spécialités des idées nouvelles de technique ou de matériel, et ça favorise la créativité des chirurgiens et de l'ensemble. Et puis d'autre part, les gens apprennent à travailler ensemble, ce qui favorise quand même les choses. Donc la gouvernance, je vous en ai déjà parlé, donc je passe rapidement, c'est fait. Et je pense qu'il est absolument indispensable qu'on ait des formations, et que ça soit dans les sociétés savantes, à l'Académie de chirurgie, ailleurs, faut qu'on apprenne de plus en plus aux chirurgiens à être des managers et des leaders, parce que on peut être très bien, très intelligent, avoir un Scorsese Gap fantastique, mais si on est un autiste, ça ne marchera jamais. Faut apprendre à faire les activités transversales de régulation, l'informatique, la logistique, la radioprotection. Par exemple, la radioprotection à l'affût, on a un système, pendant le congrès, on organise un système de radioprotection, comme ça tous les urologues vis-à-vis de la HAS, il n'y a pas de problème, ils ont leur truc, c'est organisé. Et puis il va falloir obtenir tout un tas de nouveaux métiers, parce que si les chirurgiens s'y intéressent pas, eh bien dans les cliniques, c'est plus les chirurgiens qui s'occupent de l'organisation des blocs, c'est des spécialistes de l'organisation des blocs. Ça peut marcher très bien, ça marche très bien dans les cliniques, parce que dans les cliniques, c'est très cadré ce qui est fait. À l'hôpital, pour avoir travaillé beaucoup, puisqu'il y avait un binôme entre des boîtes spécialisées dans l'organisation des blocs et puis un homme de terrain qui était moi, c'est que les boîtes spécialisées, elles raisonnent par moyenne, par statistique. La statistique a monté que vous finissez vos blocs avec une demi-heure de plus, donc vous avez une demi-heure que vous pouvez remplir. Mais une demi-heure, c'est une moyenne entre 2 heures et 5 minutes. Si vous avez 5 minutes, vous ne pouvez rien en faire. Si vous avez 2 heures, peut-être. Et donc,
on s'aperçoit de temps en temps, et c'est la raison pour laquelle il y avait eu jusqu'à présent 25 audits opératoires des blocs à l'assistance publique, avec un seul qui avait été suivi d'un plan d'action derrière. Et donc maintenant, il y a systématiquement des plans d'action derrière. Et puis il faut dans les blocs des techniciens de GMCZAO, c'est absolument indispensable. Il faut que les ingénieurs biomédicaux soient plus maintenant au fond de l'hôpital dans un gourbi, mais soient dans les blocs opératoires, parce que c'est dans les blocs opératoires que c'est le plus urgent. Et je dois avoir fini, c'est ma conclusion. Donc, progrès constant dans la réalisation des actes, diagnostiques et thérapeutiques, c'est évident. Évolution inéluctable vers l'ambulatoire, les hôtels patients, c'est un autre problème, mais qui, à mon avis, j'espère, arrivera. Le mini-invasif, la chirurgie assistée par ordinateur, et la surspécialisation, la multidisciplinarité, les urgences différées, et d'autre part, la réorganisation territoriale de la chirurgie, puisque vous savez qu'en ce moment, il y a des discussions au ministère sur les autorisations en chirurgie. Il y a la loi santé 2022 avec les GHT et les équipes territoriales. Tout ça font qu'il faut que les chirurgiens s'impliquent là-dedans, et parce qu'un bloc qui marche bien, c'est un bloc qui est attractif pour les chirurgiens. Je vous remercie. Souhaites-tu répondre à des questions? Oui, si vous voulez, pas de souci. Avez-vous des questions? Je vous laisse faire. Il a fait un développement passionnant. Ça ne m'étonne pas d'ailleurs de François. Merci. Tu nous as bien expliqué que c'est simple, que c'est du bon sens et que c'est un problème de management psychologique. Et tout est dans le management psychologique quand on a la simplicité de l'organisation et le bon sens pour y parvenir. Arriver à convaincre tout le monde, des gens très différents, comme tu l'as expliqué, qui font des choses très différentes, c'est très difficile. Oui, mais globalement, on a la qualité des cadres, par exemple, la science publique, la qualité des cadres de bloc. Alors, il y a 2-3 qui sont nuls, bien sûr, mais ça, c'est comme les chirurgiens. Mais la qualité des cadres des blocs à la paix, elle est globalement bonne au niveau des blocs opératoires. Elle est globalement bonne. Le problème, c'est qu'elles sont à l'interface entre des chirurgiens dont certains les aident, les poussent, les soutiennent, dont d'autres n'ont rien à faire de ce qui se passe. Ce qu'ils veulent, c'est leur bloc qui fonctionne avec leurs malades. Et après, c'est encore, ça existe encore. Faut dire les choses. Si on veut avancer, il faut dire les choses. Et le personnel, et ça a été caricatural. À Tenon, quand on a été pour organiser les blocs de Tenon, à Tenon, il y avait 5% d'IBOD au moment où on y était. Il ne restait plus que 5% d'IBOD titulaires, 40% d'infirmières qui n'étaient pas des infirmières de bloc, mais qui étaient au bloc de Tenon, et 50% d'intérimaires. Comment voulez-vous qu'un bloc opératoire fonctionne avec des gens qui, pour la moitié, ne sont pas là la plupart du temps? Et le fait d'avoir amélioré les choses complètement, mais d'avoir amélioré, a fait qu'en 6 mois, ils ont rempli les postes vides. Bon, puis malheureusement, la cadre qui était très bien, elle a changé d'hôpital, il y a eu une petite difficulté après. Mais l'organisation pour l'attractivité vis-à-vis du personnel non médical, c'est la base. Et ça, je pense qu'il faut que les gens le connaissent. Ceux qui ont plus de 50 ans et qui ont leurs habitudes, ils finiront à 65 ans et ils ne changeront jamais, c'est pas un problème. Ce qu'il faut, c'est que les jeunes qui arrivent soient conscients de ça. Et puis, heureusement, il y en a qui ont plus de 50 ans qui changent. Mais c'est indispensable. Et c'est pas très compliqué, à faire. Simplement, il faut vouloir le faire. Et puis surtout, il faut les endroits où aussi les anesthésistes et les chirurgiens s'entendent bien, ça marche beaucoup mieux. C'est aussi sûr. Bien, merci beaucoup, François.
avant de commencer, je pense que vraiment tu as expliqué tous les problèmes. Moi, j'ai vécu dans mon pôle dont j'étais le responsable la création d'un nouveau bloc de 20 salles d'opération et puis disparition de tous les blocs dans un site monument historique, il faut le préciser. On a tous les problèmes que tu as décrits et effectivement, ça demande une discipline de l'ensemble aussi du corps médical parce qu'on a quand même beaucoup de collègues qui ne veulent pas changer leurs habitudes et ça aussi c'est un frein. Et puis après on prend le prétexte de la polyvalence pour dire. Oui, toujours donc c'est très difficile, mais vraiment tu as mis le point sur le. C'est pour ça que c'est très important d'impliquer un chirurgien là-dedans parce que dans un certain nombre de cas, on sortait le discours langue de bois habituel que je connaissais très bien aussi, que j'avais sorti en son temps aussi. Donc quand un vrai chirurgien est dans les équipes qui s'occupent de l'organisation des blocs, on gagne déjà la première réunion 1 heure en disant attends, bon, tout ça, on sait que c'est du bidon, maintenant on voit les vrais problèmes. Et donc, je pense qu'il ne faut surtout pas, il y en a qui sont très bien, les boîtes de management de blocs, mais il ne faut pas les laisser tout seuls.